ce Coming Home Project que Alain nous Oui, propose est une forme de palette de différentes parfums, hein, comme un peu un buffet avec des glaces, fraises, vanille, pistache, etc. Et donc forcément, tous, on aura un peu notre parfum. José va certainement parler de la voix sans tête, c'est très, très, très probable. Donc si je peux définir, je dirais, l'angle particulier qui est cet angle Didier, qui est cette proposition-là, hein, bien sûr qu'il y a plein d'outils, il y a dans toutes les traditions, à travers Jourdain, à travers Douglas Harding et d'autres, en fait, pas mal d'autres traditions, mais essentiellement, je retourne à Ramesh Balsekar, qui a été mon guide pendant quelques années et qui a été, à mon avis, un élément décisif dans cette possibilité de compréhension. Et l'outil que Ramesh proposait était un outil vraiment très simple, hein, mais à la fois très utile pour la plupart d'entre nous. Et cet outil-là, c'est l'exploration de ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, sense of doership en anglais. Est-ce que je suis l'auteur de mes actions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de ces actions? Donc, c'est vraiment toute cette exploration-là qui était l'essence de son enseignement, en fait, de son outil. Parce que, voilà, il disait, présentait très, très facilement, il disait l'identification à d'autres aspects de la vie qui sont, on pourrait dire, par exemple, le corps, est assez facile quelque part à mettre en doute, parce que le corps a toujours été un assemblage d'éléments disparates qui a évolué au fur et à mesure du temps, entre le fait d'être bébé, enfant, adolescent, adulte. Au fur et à mesure des années, il n'y a pas une cellule qui correspond qui est toujours là. Et donc, il y a vraiment un mouvement, quelque chose qui change tout le temps, et de dire ça, c'est mon identité, c'est ce que je suis. Si on suppose que ce qu'on est indépendant du temps et de l'espace, et ce qui reste en l'absence de toute évolution, qui est l'essence même de cette vie que l'on est. Le corps, bien sûr, ne fait aucune possibilité de raccorder ça, de dire, bah oui, je suis ce corps. Donc, je pense que vous tous ici avez fait cette exploration-là. Donc, le corps, après, on va parler des pensées, on va parler des émotions, on va parler de plein d'aspects qui pourraient être éventuellement ce qu'on appelle une forme d'identité, donc de dire je suis et trois points et un aspect. Et c'est ça qu'on essaye de mettre à jour. Est-ce que c'est vraiment ça? Et on arrive à la conclusion, non, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, ce n'est pas vraiment ça. Et on arrive à une forme de ne pas savoir. Quand une fois que tout ce qui est visible dans le champ de conscience a été, incluant les pensées, qui sont aussi visibles dans le champ de conscience, incluant les émotions, qui sont aussi très visibles dans le champ de conscience. Est-ce que c'est toujours pas évident que cette essence que l'on est n'est pas définie par quelque chose, mais pourtant est, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est à l'œuvre. Il y a encore un mécanisme qui est actif en cette vie, et ce mécanisme-là, il est très puissant. Il est incroyablement puissant. Il a été là toute notre vie. Et Ramesh disait, c'était donc vraiment un peu la dernière bataille. Des fois, c'est pas la dernière, hein, parce que c'est pas toujours dans cet ordre-là, mais en tout cas, dans mon cheminement, ça a été une des dernières batailles. Et c'est, est-ce que je suis celui qui décide quoi que ce soit? Est-ce que le centre de contrôle qui dit je veux faire ceci ou je veux faire cela est localisé dans cette pièce, dans cet espace, dans ce temps, par exemple à l'intérieur d'un corps ou à l'intérieur d'une tête, comme une espèce de petit contrôleur, celui qui prend les décisions, celui qui prend la décision de dire ce mot-là, et qui prend la décision de dire cet autre mot-là, qui prend la décision de dire cet autre mot-là, etc. Et qui prend la décision quelque part des pensées, qui prend la décision des mains qui s'agitent ici en ce moment. Donc ce contrôleur-là qui est supposé être localisé dans un corps, dans une tête, est-ce qu'il existe réellement? Et est-ce que c'est pas une forme de définition d'une vie séparée? Parce que si je suis ce contrôleur-là, bien sûr, je ne suis pas le contrôleur du corps d'Alain, du corps de personne ici, en fait.
Donc, il y a une forme d'asymétrie, hein, une forme de dire, ben, je suis quelque part localisé, limité, et de voir que cela ne peut pas être reproduit dans les autres corps, les autres têtes qui sont aux alentours. Donc, il y aura toujours une forme d'asymétrie, hein, il y aura toujours une forme de dire, il y a moi et il y a le monde extérieur, incluant les autres, ce qu'on appelle les autres. Et ça, c'est sans fin, sans possibilité de résolution, tant qu'on n'a pas exploré, donc j'utilise le mot beaucoup, mais explorer ce principe du libre arbitre, de savoir si réellement, dans un premier temps, et donc on va faire en 2 temps, dans un premier temps, nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de choisir entre 2 choses et que un choix est indépendant du contexte, indépendant d'une forme de possibilités présentes, émergentes de la totalité de tout ce qui s'est mis en place avant, et que le mot suivant, la pensée suivante, l'action suivante ne vient pas d'un contrôleur qui serait localisé quelque part, mais vient en fait d'une forme d'évidence de la plus grande pente, donc je parle souvent comme le torrent de la vie avec la plus grande pente, qui fait que la vie va dans une direction particulière, le mot choisi est ce mot particulier, la pensée qui arrive est cette pensée particulière, etc. Et donc, d'arriver à ces conclusions-là, ça demande beaucoup de courage, hein. C'est parce que c'est le principe même va sembler pénible parce qu'il y aura cette impression que si c'est vérifié, ça veut dire que quelque part, toute notre vie, on a été le jouet de cette illusion, le jouet de cette impression d'indépendance, de libre arbitre. Et ça, c'est l'impression d'être un robot, l'impression d'être une forme de fantôme qui a été là, présent, mais qui n'a jamais été directement en connexion avec l'action, avec le déroulement de l'histoire. Et ça, c'est pénible. Donc, je vous propose d'abord de faire cette exploration sans les conclusions qui vont avec, de dire, bah, si je n'ai pas de contrôle, je suis un pauvre pantin, un robot dans cette vie, ça ne fait aucun sens. Donc, oubliez la deuxième partie. Donc, je suis tout ça, s'il faut le mettre de côté, le remettre dans le tiroir, de dire ça, on va regarder plus tard. Mais est-ce que réellement, une action, donc une forme de quelque chose qui se passe dans cette vie, est le résultat d'une seule impulsion, qui serait l'impulsion de ma décision, ou est-ce qu'une action particulière est le résultat d'une infinité de collaboration de l'univers entier? Donc, s'il n'y a pas la collaboration totale de la totalité de l'univers à travers l'espace et le temps, donc je parle souvent j'utilise beaucoup le mot de retourner aux dinosaures, et en fait bien avant, bien sûr, que s'il n'y avait pas eu tout ça, ce contexte-là, cette action particulière, donc cette rencontre sur Zoom, par exemple, n'aurait jamais eu lieu. Il n'y aurait pas eu de possibilité là. Donc, c'est une conspiracy, comment on dit en français, une conspiration, ça se dit, divine, qui serait en fait une forme un complot divin, qui serait une forme de possibilité à quoi que ce soit d'apparaître, hein. C'est toujours un complot divin, c'est pas parce que je suis spécial ou parce que qui que ce soit est spécial, c'est une bouchée de glace à la fraise dans la bouche, c'est un complot divin, le chant d'un oiseau, une douleur, une peur, c'est toujours un complot divin au final, en fait. Et ça, c'est une vie qui est possible à vivre sans que ce soit perturbant, mais de la reconnaissance que cette impulsion d'un acteur indépendant, localisé, peut disparaître. Et on va y arriver. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer un petit peu cette possibilité de complot divin, comment on peut le lire. Et Alain m'a envoyé récemment un extrait d'un film que vous connaissez certainement. Bonjour. Oui, monsieur? Mademoiselle Daisy fut là. Un petit instant. Veuillez vous asseoir. Oui, allô, bonjour.
Bonjour, c'est la réception. Je voudrais savoir le numéro de lit de mademoiselle... Parfois, on va droit à la collision. Et on n'en a pas conscience. Que ce soit par accident ou par dessein, nous ne pouvons absolument rien y faire. Une dame à Paris s'en allait faire des courses. Mais elle avait oublié son manteau et revint le chercher. Quand elle eut son manteau, le téléphone sonna. Elle s'arrêta donc pour répondre et parla quelques minutes. Pendant que la femme était au téléphone, Daisy répétait pour une représentation à l'Opéra de Paris. Et pendant qu'elle répétait, la femme qui avait raccroché était sortie prendre un taxi. Or, un chauffeur de taxi qui avait déposé un client s'était arrêté pour boire une tasse de café. Et pendant tout ce temps, Daisy répétait. Et ce chauffeur de taxi, qui avait déposé son client et s'était arrêté pour boire sa tasse de café, prit la dame qui allait faire ses courses et avait raté le taxi précédent. Le taxi dut s'arrêter parce qu'un homme traversait la rue. Il était parti au travail 5 minutes plus tard qu'il le faisait d'habitude parce qu'il avait oublié de mettre son réveil. Pendant que cet homme, en retard pour le travail, traversait la rue, Daisy avait terminé sa répétition et prenait une douche. Et pendant que Daisy se douchait, le taxi attendait devant une boutique que la dame aille prendre un paquet qui n'avait pas encore été enveloppé parce que la jeune fille qui était censée l'envelopper avait rompu avec son petit ami la nuit précédente. Et avait oublié. Quand le paquet fut enveloppé, la dame qui était remontée dans le taxi fut bloquée par une camionnette de livraison. Pendant ce temps, Daisy s'habillait. La camionnette de livraison s'en alla et le taxi put démarrer. Pendant que Daisy, la dernière habillée, attendait une de ses amies qui venait de casser un de ses lacets. Pendant que le taxi était arrêté à attendre au feu, Daisy et son amie sortirent par l'arrière de l'opéra. Et si seulement une chose s'était passée différemment, si ce lacet n'avait pas cassé, ou si cette camionnette de livraison avait démarré plus tôt, ou si ce paquet avait été enveloppé et prêt parce que la jeune fille n'avait pas rompu avec son petit ami, ou si cet homme avait mis son réveil et s'était levé 5 minutes plus tôt, ou si ce chauffeur de taxi ne s'était pas arrêté pour boire une tasse de café, ou si cette dame avait pensé à son manteau et était montée dans le premier taxi, Daisy et son ami auraient traversé la rue et le taxi serait passé. Allô, la réception? Oui? Monsieur. Mais la vie étant ce qu'elle est, une série d'existences et d'incidents qui s'entrecroisent, que personne ne peut maîtriser. Ce taxi ne passa pas, et ce chauffeur fut momentanément distrait. Et ce taxi renversa Daisy. Et sa jambe fut broyée. Je vous laisse absorber un petit peu les implications de tout ça, parce que c'est quand même extrêmement bien illustré. Et bien sûr que c'est qu'une illustration très, très partielle de, en réalité, tout ce qui se passe, parce que pour chaque élément, soit même qui est cité dans cette vidéo-là, dans cet extrait de film, pour chaque élément, pour que chaque élément apparaisse, il faut qu'il y ait ici aussi des ramifications infinies qui eux-mêmes comportent des éléments qui ont des ramifications infinies, etc. Donc de considérer qu'une une décision est une décision prise directement en fonction d'un centre de contrôle et que ça amène l'action suivante. En anglais, on dit out of the blue, donc en dehors du contexte, est une forme d'illusion, une forme de rêve, un conte qui est raconté toute une vie et qui fait que ce contrôleur, cette personne, donc au centre de notre vie, donc pour la plupart au centre d'un corps, au centre d'une tête, est en permanence recréé, en permanence cru. C'est une croyance. Hein. La possibilité que Ramesh proposait, c'était cette déconstruction de dire, ben, en fait, regardez à un moment donné dans votre journée, le soir, vous prenez un peu le temps de regarder un des événements, ou plusieurs, et regarder si c'est vraiment une décision que vous avez prise par vous-même, donc qui prouverait quelque part l'existence de cet agent contrôleur. Aussi la totalité de toutes ces décisions, de toutes ces événements qui ont été qui sont apparus dans votre journée ont été en fait
comme un torrent d'action qui interagissent, hein, comme les molécules d'eau d'un torrent qui en fait interagissent entre elles-mêmes et qui vont dans la direction de la plus grande pente. Et ça, c'est cette conclusion-là qui est attendue dans cette proposition de Ramesh et que dans mon expérience a été décisive, quoi, en fait. Alors bien sûr, et je vais bientôt arrêter là, et il y a quand même cet élément qui est dérangeant, qui est cette impression que, bon, ok, si j'arrive à la conclusion finale de je n'ai pas de libre arbitre, personne n'a de libre arbitre, est-ce que nous sommes une bande de zombies qui venaient juste d'apparaître sur la Terre et possédés par cette vie, possédés par les éléments en présence, possédés par la soif du sang, comme pour les zombies. Et ça, c'est la deuxième partie de l'exploration qui doit être faite indépendamment, vraiment indépendamment, qui dit si ce que j'ai cru être toute une vie, cette personne a été définie par le fait d'avoir le libre arbitre, a été définie par le fait de pouvoir choisir, de pouvoir décider, de pouvoir indépendamment, et ça c'est le mot-clé, indépendamment amener ma destinée, amener une destinée particulière, personnelle, indépendante, et que ça disparaît. Est-ce que cette personne qui a été définie à travers cette action-là, ce contrôle-là, est-ce que cette personne existe réellement, quoi, en fait? Et ça, c'est vraiment la conclusion, je dirais, finale de cette exploration-là, de dire non, il n'y a pas de robots, il n'y a pas de pantins, il n'y a pas d'ectoplasme, il n'y a pas de fantômes, parce qu'en réalité, cette personne qui était au centre, qui était celle qui avait la décision toute une vie et qui soudain l'a perdue, n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'était juste un rêve. Et que cette définition particulière de notre existence séparée, indépendante, disparaît dans sa totalité. Non seulement cette impression de libre arbitre a disparu, mais la personne qui aurait ou qui n'aurait pas le libre arbitre non pas disparaît, puisqu'elle n'a jamais réellement existé. Donc, c'est le rêve de cette personne-là qui disparaît, quoi, en fait. Donc, en gros, il ne se passe rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions suivantes vont toujours apparaître. C'est pas que tout d'un coup, en cette découverte, on se retrouve scotché au lit et qu'il n'y a plus rien qui puisse être fait, parce que c'est toujours mettre la croyance et je dirais l'élément principal dans cette personne qui ne pourrait rien faire, mais cette personne-là n'existe pas. Donc le faire se fait, les décisions se prennent. Le matin au réveil, il est impossible de ne pas se lever du lit, de ne pas aller vers la machine à café, de ne pas faire ce qu'il y a à faire, regarder les informations, de passer ses coups de fil, etc. Est-ce qu'il y a besoin d'un centre de contrôle pour ça? Ma proposition est non seulement il n'y a pas besoin, mais en cette absence du rêve de ce contrôleur-là, en cette absence de quelque chose qui est irréel, donc c'est la vraie partie irréelle de la vie, cette vie est infiniment plus harmonieuse. Donc, Ramesh parlait de peace and harmony, donc de paix et d'harmonie, qui serait en fait le résultat d'une absence de bataille de chaque minute à plein de niveaux autour de ce choix qui pourrait être bon et qui pourrait être pas bon, ou que d'autres ont fait et qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'auraient pas dû faire, ou qu'ils auraient pu faire. Donc tout ce vocabulaire, cette grammaire disparaît instantanément. Il n'y a que ce qui est, et ce qui est un point de vue particulier de la totalité de l'univers, de la totalité de la manifestation. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas rajouter une personne là-dedans. Voilà. Donc, en gros, bien sûr, c'est un peu rapide. Je suis désolé pour le format, mais c'était pour vous donner une fresque de quelque chose que j'explique souvent. Et c'est vrai que Ramesh en parlait presque, pas presque, à chaque satsang à Bombay. Et des fois, c'était un peu barbant. Après l'avoir écouté une cinquantaine de fois, une centaine de fois, de dire, mais attends, on ne peut pas parler d'autre chose, etc. Jusqu'au moment où dans ma vie, il a été réalisé que c'était en fait crucial, que c'était effectivement là qu'était ce point d'ancrage, cette possibilité d'exister séparément, et que je l'avais entendu 10, 20, 50 fois, 100 fois, sans avoir vraiment écouté. Et donc, cette répétition a été utile, a été, à mon avis, indispensable pour passer
les barrières de résistance, donc que j'appelle Maya, donc cette enchanteresse, et qu'à un moment donné, le message est passé. Bien que il semble qu'il y ait une forme de surdité toutes ces années, jusqu'au moment donné où la réalisation est arrivée que c'était effectivement une des définitions de cela que je suis, et qu'en cette absence de définition-là, il ne reste que ce qui est, donc cette présence. Je pense que Charles Coutarel en a parlé plusieurs fois hier. Donc cet être qui est là, qui n'est pas défini, qui n'est pas localisé ni dans le temps ni dans l'espace, et qui a effectivement été caché toute une vie, été déguisé toute une vie en une personne, moi j'appelle ça un gugus, une nana qui semble être cela que l'on est, mais en fait ça a été juste une erreur d'interprétation, quoi, en fait. Voilà.